Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du balado Actualité Construction. Donc, c'est le premier de l'année 2026 et je suis toujours en compagnie de mon co-animateur, Félix Réaume. Bonjour Félix, bonne année. Merci. Bonjour Juliane, pareillement, bonne année. On peut encore se le souhaiter, là. On est à mi-janvier. Totalement. Et en plus de ça, on commence l'année en force car nous recevons avec nous en studio une ministre du gouvernement du Québec. Effectivement, on a la chance de recevoir aujourd'hui en studio la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Naudière et, d'abord et avant tout, députée de Repentigny à l'Assemblée nationale, Mme Pascale Derry. Mme Derry, bienvenue. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est quand même la première entrevue de l'année. C'est le fun. Alors, merci. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci à vous. Écoutez, on commence. Avant de plonger dans le vif du sujet, on ne peut pas faire abstraction de l'actualité politique. Puis hier, on a eu, je dirais, un cataclysme politique avec la démission du premier ministre. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet de notre entrevue, j'aimerais juste vous entendre un petit peu nous dire comment vous avez vécu ça de l'interne. Je pense que pour la majorité des Québécois et des Québécoises, ça a été une grosse surprise. On l'avait entendu répéter à maintes reprises qu'ils voulaient se représenter. Puis de ce qu'on lit aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde qui avait été mis dans le coup auparavant. Donc, comment vous avez vécu ça? Puis en plus, personnellement, je pense que c'est lui qui vous avait recruté en politique. Donc, c'est un côté émotif, j'imagine. Ah, ça a été un dur coup, je vous dirais. Ça a été une matinée hier difficile. C'est une annonce qui a surpris tout le monde. On était en plein comité ministériel. C'est des comités qu'on fait entre ministres avant d'aller au Conseil des ministres le mercredi. Et donc, en plein Conseil des ministres, on a tous reçu des textos de nos attachés de presse qui nous disaient que le premier ministre faisait une annonce à 11 heures. Puis que toutes les activités de la journée étaient annulées. Donc, évidemment... On se pose des questions, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, tout le monde se pose des questions. Fait que c'est sûr que sur le coup, on commence à essayer d'échanger entre collègues puis de savoir ce qu'il y en est. Puis on découvre très vite que c'est une démission qui sera annoncée. Donc, ça a été très difficile. C'est clair qu'on est encore un peu sous le choc, je vous dirais. Mais lui est très serein dans sa décision. Il était très serein lors de son allocution, c'est-à-dire lors de son discours de sortie qu'il a fait hier devant les médias. Il était très serein aussi. On a fait un petit caucus d'urgence avant le Conseil des ministres. Donc, le caucus se fait avec tous les députés. Et donc, il y avait tous les députés, évidemment, étaient on était tous sous le coup de l'émotion. Là. On était très, très émus, puis on avait le cœur gros. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages qui ont été... partagé au premier ministre, parce qu'hier, on n'était pas tous à Québec. Il y en a beaucoup qui étaient sur Teams. On était sur Teams pour la plupart parce qu'on est dans nos comtés encore. Et donc, ça se faisait sur Teams. Donc, c'est sûr que c'était un peu plus difficile parce qu'on n'a pas non plus ce contact physique voilà, avec M. Legault. Et donc, c'est ça. Donc, on a pu échanger durant le caucus, puis même en Conseil des ministres, on a échangé. On a fait un Conseil des ministres tout à fait normal, c'est-à-dire il y a des dossiers, mais c'est ça. Il y a des dossiers de la journée qu'il faut partager et tout. Moi, j'en avais un en particulier. Ça a été difficile, je vous le dirais, de le partager parce que c'est pas évident, mais M. Legault nous a beaucoup aidés aussi. Je pense que le fait qu'il soit très serein dans cette décision-là, puis le fait que ce soit réfléchi. On apprenait au cours des dernières heures dans les médias qu'il a commencé à réfléchir à tout ça durant l'été. Et donc, durant les fêtes, il a pris aussi plus de temps avec sa garde rapprochée, sa femme, ses enfants. Sa femme qui est quand même son pilier là, depuis une trentaine d'années, là, qui gravite autour de la politique. Donc, c'est sûr que il avait réfléchi à cette décision-là, puis il était très serein. Il l'a fait vraiment de manière très assumée. Donc, je pense que ça va nous aider à nous tous à continuer, puis à prendre les rênes du parti, puis à continuer éventuellement avec une course à la chefferie qui est en train de se dessiner à l'heure actuelle. Puis qui va changer complètement le paysage politique pour l'année à venir. On est dans une année électorale, donc effectivement, ça va changer la donne complètement. Comme je l'ai mentionné, c'est une énorme nouvelle. Nous, on a souligné son départ hier. On a souligné qu'il y a eu beaucoup de réformes importantes dans l'industrie de la construction qui ont été faites sous son gouvernement. Mais ce qu'on a mentionné également, c'est qu'au-delà des bons coups, des moins bons coups, puis peu importe l'allégeance politique, je pense qu'il faut qu'on souligne l'engagement, le dévouement d'une personne envers le Québec. Puis vous l'avez dit pendant presque un quart de siècle de service public. Donc, je pense que c'est ça l'important de souligner puis
de retenir. Et puis pour la suite, la suite politique, on verra. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important de le souligner et de le reconnaître. Absolument. On va lui laisser tout ce temps de glace-là à M. Legault, l'entrière. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite tout ça. Puis on voit un petit peu partout son bilan, son parcours, surtout 25 ans en politique. Puis 25 ans en politique, vraiment à servir le Québec, puis le faire vraiment dans l'intérêt des Québécois. Il n'y a pas une fois où il se réveillait le matin où il nous disait pas, tu sais, je le fais vraiment dans l'intérêt des Québécois. Il a vraiment le Québec tatoué sur le corps. Moi, je dis souvent plutôt que sur le cœur, mais c'est vraiment un homme très authentique, très intègre, qui aura vraiment dédié sa carrière politique au Québec et qui l'a vraiment fait pour la nation. Donc, pour moi, c'est tout en son honneur. Il part la tête haute. Il est encore là quand même jusqu'il y a quelques mois encore, à peu près au mois d'avril, je pense. Enfin, bref, on verra. Mais pour l'instant, il est là, puis il continue de gouverner, puis on a beaucoup de pain sur la planche aussi, donc il faut continuer de gouverner. Puis nous aussi, à l'emploi, on a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers, beaucoup de défis. Alors, c'est là-dessus qu'on va plancher pour les prochains mois. Alors, fin de la parenthèse, revenons justement aux enjeux sur lesquels vous allez plancher, aux thèmes qu'on veut aborder. Mais avant de rentrer plus dans le détail des enjeux qui vous occupent, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, on va parler un petit peu de votre parcours, de qui vous êtes pour qu'ils apprennent à vous connaître un peu plus. On l'a mentionné, vous êtes ministre de l'Emploi depuis le mois de septembre dernier. Auparavant, vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur de 2022 à 2025. Vous avez travaillé dans le privé chez Air Canada. Et je pense que pour probablement beaucoup de monde, vous êtes surtout connu pour avoir été à la télé. Vous avez été journaliste, chef d'antenne, TVA, LCN. Qu'est-ce qui vous a amené vers la politique? Vous aviez quand même une carrière, florissante. Ça allait bien, vous étiez un visage connu des médias québécois. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique? C'est vrai que j'aurais pu rester en télé. J'aimais beaucoup ça. J'avais un bon poste. Puis en même temps, c'était de très beaux défis. J'aurais pu rester là un autre 20 ans. Mais en 2015, j'ai quitté. Donc, en 2015, j'ai fait déjà un premier saut sur la scène fédérale. J'avais déjà cette envie-là de vouloir faire ce saut-là sur la scène fédérale. J'avais fait un peu le tour du jardin, puis je vous dirais que les deux métiers se complètent bien. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs journalistes qui finissent en politique, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités qu'on développe quand on est journaliste qui nous servent beaucoup quand on est politicien. Donc, évidemment, quand tu es journaliste, on est sur le terrain. Moi, je suis souvent sur le terrain. J'ai été journaliste terrain longtemps avant d'être chef d'antenne. Donc, ça m'a permis de développer l'écoute. On est toujours à l'écoute. On rapporte les faits, on est à l'écoute, on analyse, on interroge les gens, on pose des questions. C'est ça le rôle. Puis on finit par essayer de rapporter les faits puis d'essayer de faire changer les choses un peu quand même en journaliste. Puis dans les médias, on réussit quand même des fois à faire pencher la balance. Ça peut être dur. Il faut vous cacher vos opinions, par contre, quand vous êtes journaliste. Absolument. Quand on est nerd, absolument. Chaque humain a ses opinions, mais quand on est journaliste, il faut les cacher. C'est sûr que c'est un peu plus difficile. Qu'en politique, évidemment, on choisit une allégeance, on choisit une couleur politique, mais je pense que j'étais rendue là. Je voulais aller un petit peu plus loin. Je voulais être capable de trouver des solutions concrètes. Puis, veut pas, quand on est en politique puis quand on est au pouvoir, on a cette influence-là, on a ce pouvoir-là de pouvoir changer les choses. Puis, mais encore une fois, on a la même écoute, on a la même authenticité, la même intégrité, la même rigueur. Je pense que ce sont des qualités qu'on retrouve beaucoup en politique. Donc, pour moi, c'était ça. C'était d'aller plus loin, puis de faire ce service public. Comme j'ai toujours été une femme de terrain, j'aime ça. J'aime ça, partager, échanger, écouter les gens, faire du porte-à-porte. Il y a des fois, je me faisais dire souvent, « Ah, tu vas trouver ça long, faire des porte-à-porte en campagne électorale, ça va être tough. » Puis, je sais pas si tu vas aimer ça. Je dis, « Non, moi, j'adore ça. » J'en fais chaque année. Je fais chaque année des porte-à-porte pendant le mandat. Puis je vous dirais, c'est comme ça qu'on est plus rapproché des gens, qu'on arrive à mieux tâter le pouls de la population, des préoccupations des gens. Puis pour moi, c'est toujours le fun. Derrière chaque porte, il y a vraiment une histoire. Là. Fait que c'est un très beau défi, puis c'est surtout un grand privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Là. Fait que vous n'avez pas été déçu, comme vous en pas dites à du pied, tout. Le porte-à-porte, c'est pas si Non, pas du tout. Honnêtement, j'ai plein d'anecdotes à raconter dans les campagnes électorales que j'ai pu vivre. Puis il y a toujours des défaites, mais je vous dirais que les défaites m'ont poussé puis m'ont encouragé justement à continuer. Je trouve que les défaites nous donnent, nous encouragent, puis à la limite nous permet de réussir puis de mieux réussir par la suite. Là. Fait que c'est sûr que sur le coup, de perdre une investiture ou une campagne électorale, c'est plus dur. Mais avec le recul puis avec le temps, je me dis, mais finalement, j'aurais réussi. À votre expérience au fédéral. Exactement. Puis après ça, en 2022, M. Legault est venu me demander si je voulais me présenter du côté de Repentigny.
Il y avait une députée caquiste qui était là depuis longtemps, qui se retirait, Mme Lise Lavallée, et donc j'ai accepté le défi. Et j'étais hyper heureuse d'abord d'être élue comme députée. C'est déjà pour moi la consécration. J'avais déjà perdu au fédéral. Je voulais absolument être capable de servir puis d'avoir cette expérience-là comme députée. Et donc, après, j'ai eu l'honneur d'être nommée ministre à l'enseignement de l'enseignement supérieur. Donc, pour moi, de me faire accorder cette confiance-là, c'est énorme. Là. C'est grâce à lui, là, c'est grâce à M. Legault que je suis là aujourd'hui puis que j'occupe ces fonctions-là. Puis pour moi, je suis très, très, très redevable, même très, très, très reconnaissante de pouvoir occuper ces fonctions-là aujourd'hui. Là. Bien, on va parler justement de vos fonctions de ministre de l'Emploi. Et vous êtes là depuis septembre, donc c'est relativement récent, puis vous arrivez dans un contexte quand même particulier. Il y a la crise économique, le contexte économique très instable avec ce qui se passe aux États-Unis, un contexte un peu plus difficile. Il y a des secteurs de l'économie qui sont plus particulièrement touchés. On pense au secteur manufacturier, entre autres. On a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, des défis de formation. Comment est-ce que vous voyez votre rôle de ministre dans ce contexte-là? J'ai dressé la table de façon très à haut niveau, là, mais comment est-ce que vous voyez votre arrivée dans ces fonctions-là, dans le contexte particulier qu'on connaît présentement? Bien, c'est de gros défis. Vous l'avez mentionné, il y a plusieurs défis là-dedans, puis il y a un contexte économique qui a changé. Puis le marché de l'emploi, surtout, a radicalement changé. Rappelez-vous, durant la pandémie, juste après, au sortir de la pandémie, on avait une pénurie de main-d'œuvre généralisée et donc c'était premier arrivé, premier servi. Là. Il y avait vraiment de la job pour tout le monde, l'emploi pour tout le monde. Maintenant, on a réussi à combler une bonne partie de cette pénurie-là. On commence à retrouver une certaine normalité. Mais ceci dit, il y a encore de grands défis. Moi, j'aime les grands défis. J'aime aussi essayer de naviguer un peu dans l'adversité. Fait que ça nous permet d'ajuster, d'être plus agile. Puis la différence entre emploi puis l'enseignement supérieur, elle est là. C'est l'agilité. En enseignement supérieur, c'est vraiment... D'abord, c'est un privilège d'avoir été là, mais il y a quelques vases communicants entre l'enseignement supérieur et l'emploi. À l'enseignement, on forme les gens. Ensuite, à l'emploi, on essaie de leur trouver un emploi éventuellement puis de les mettre sur le marché du travail. À l'enseignement supérieur, ça prend des années aussi. On finance des programmes et on finance des étudiants pour justement aller dans certains secteurs, puis ça prend 3, 4, 5 ans même avant de voir vraiment l'impact de tout ça. À l'emploi, on a l'agilité, on est capable de s'ajuster plus rapidement au contexte. Puis là, le contexte actuel qui est un petit peu plus difficile, notamment en raison des tarifs de M. Trump, en raison de toute cette incertitude-là. Moi, je dis souvent que l'incertitude, c'est bien pire qu'un tarif, là, parce que là, les investissements sont paralysés, à la limite, sont freinés carrément à cause de l'incertitude économique, bien plus que les tarifs douaniers. Fait que ma job en ce moment, c'est ça, c'est de trouver une façon rapide, agile, pour ajuster les politiques qu'on a mis de l'avant il y a quelques années. Puis on est capable de faire ça. On va les ajuster. On avait mis plein de mesures. L'opération main-d'œuvre, rappelez-vous, on avait déclenché toute l'opération main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, secteur public, secteur privé, secteur de la construction aussi en fait partie. Les endroits où la pénurie de main-d'œuvre était la plus criante. Exactement. Vous avez mentionné qu'il y a un certain rééquilibrage au niveau de la main-d'œuvre dans certains secteurs. Je souligne par contre qu'au niveau de la construction, la pénurie, ça demeure un des enjeux majeurs, je dirais même principaux pour les entrepreneurs. Ça reste un véritable casse-tête. Là. Absolument. Puis on essaye par tous les moyens, avec la Sécu, avec la CCQ, avec tous les acteurs du milieu, de trouver une façon justement de valoriser ces métiers-là, puis d'essayer d'avoir le maximum de travailleurs. Depuis, on a mis plusieurs mesures en place. Je vous dirais qu'on a été capable de rajouter autour de 90 000 travailleurs, je pense, depuis quelques années. Mais il en reste encore. La pénurie est encore très grande en construction. Puis il y a un certain ralentissement, fait que c'est difficile aussi. Donc, à travers plusieurs mesures, dont des programmes que vous connaissez bien, les fameux programmes COUD, l'alternance, travail-études, ce sont des programmes qui fonctionnent très bien, puis qui permettent de diplômer davantage, qui permettent d'avoir des gens avec des expertises et des compétences dont on a besoin aujourd'hui. Et puis avec les gros chantiers, je pense au chantier ici d'Hydro-Québec, les gros chantiers qui sont prévus là, jusqu'en 2035, on va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Nous-mêmes, au gouvernement, avec toutes les infrastructures publiques qu'on a besoin, on a un PQI qui est quand même extrêmement élevé. On a rajouté 64 milliards. On est rendu à 164 milliards de programmes en infrastructure. On a besoin de cette main-d'œuvre-là. Donc, tous les moyens sont bons pour être capable d'ajuster, d'être capable d'avoir des subventions salariales, d'aider les travailleurs, d'aller recruter, évidemment, cette main-d'œuvre-là, de s'assurer de valoriser
à travers des campagnes, à travers des programmes, à travers des initiatives qu'on a avec la Sécu. À travers tout ça, on va être capable de continuer ces efforts-là et d'essayer de combler, d'essayer d'aller combler l'écart. Est-ce qu'on va régler le problème du jour au lendemain? Ça n'arrivera pas, là. Cet écart-là est important, puis on a besoin de mettre les bouchées doubles. Mais on a les moyens de le faire. On le fait depuis quelques années. Ça porte fruit. Mais c'est long. Puis, on a tous les acteurs de notre côté, fait qu'on continue à travailler dans ce sens-là. C'est vraiment un défi énorme. Puis, je sais que Gilliane va vous parler de certaines mesures que vous avez mises en place. Mais juste, je fais une aparté parce que vous avez mentionné les projets d'Hydro-Québec. Je mentionne que nous, c'est un sujet d'inquiétude parce qu'on a déjà actuellement une pénurie de main-d'œuvre. Et on voit le carnet de commandes d'Hydro-Québec dans son plan 2035. Et on a un certain point d'interrogation à se dire comment on va réussir à avoir la main-d'œuvre pour tout construire, les barrages, les hôpitaux, les écoles, rénover les infrastructures qu'on a déjà puis qui sont vieillissantes. On l'a vu encore hier lors des ingénieurs le rappelaient. Je referme la parenthèse, mais pour souligner pour les gens qui nous écoutent là, que c'est une grosse interrogation, une certaine inquiétude qu'on a. Oui, puis l'inquiétude, on la partage. Là. On est très, très conscient des besoins. Puis c'est la raison pour laquelle on travaille très étroitement avec vous puis avec les autres. Puis en même temps, Hydro-Québec, vous n'êtes pas sans savoir, ils ont mis beaucoup d'argent. On a un 100 millions qui vient d'Hydro-Québec. On a un autre 100 millions qui vient du MEQ, donc le ministère de l'Éducation, pour déployer justement des formations, puis à la limite, augmenter les cohortes. Le but de tout ça, c'est d'augmenter le maximum les cohortes dans les différents métiers de la construction essentiellement pour qu'on soit capable de répondre à ce besoin de main-d'œuvre. Mais c'est un besoin qui est colossal. C'est un besoin qui est colossal, dont on va avoir besoin. C'est un rattrapage aussi important qu'on a. Là. Toutes les infrastructures, là, c'est un rattrapage énorme. Là. On aurait dû probablement au cours des 25-30 dernières années s'occuper de toutes ces infrastructures publiques puis s'assurer qu'on soit capable d'être à niveau. C'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle le PQI est à 164 milliards. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'investissements en infrastructure, mais c'est vrai que ça demeure un défi. Puis c'est à nous aussi, comme gouvernement, de trouver les moyens de valoriser ces professions-là. Ce sont des professions qui sont très bien rémunérées. C'est des professions qu'on déploie dans les DEP. Je sais souvent que les DEP, les gens regardent ça puis se disent non, il faut aller à l'université, il faut aller au cégep. Même comme ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, je vous le dis, il y a d'autres choses que les cégeps et les universités. C'est pas tout le monde qui est fait pour aller au cégep, c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université. Donc, je pense qu'il faut aussi valoriser les DEP. Puis c'est ce que mon collègue a fait à l'éducation à l'époque, M. Drainville. Mme Lebel continue un peu ce travail-là. Mais je pense qu'on est en train d'augmenter les cohortes. C'est ce qu'on fait depuis quelques mois. Puis nous, de notre côté, à Emploi, bien, on vient soutenir la formation, la valoriser, puis surtout encourager à déployer des formations additionnelles s'il le faut pour être capable d'aller chercher ces gens-là. Là. Absolument. On doit quand même le mentionner qu'il y a des secteurs économiques qui sont plus durement touchés en termes de main-d'œuvre. On peut penser au secteur manufacturier, à la foresterie. Parlez-nous un peu de l'annonce récente que vous avez faite au sujet du guichet orientation construction. Vous disiez alors, en parlant de la construction, et je vous cite, « Il y a d'excellentes opportunités de carrière prometteuses et bien rémunérées dans une industrie en plein essor. » Exactement. Bien, en fait, c'est une industrie en plein essor. Les besoins sont énormes, on vient de le dire. Et je pense que cette idée-là, cette initiative, elle est issue de la CCQ. Puis c'est une très belle initiative qu'on soutient, qu'on soutient. Donc, c'est un peu un guichet unique. Là, maintenant, vous avez parlé de la foresterie, vous avez parlé du secteur manufacturier. Ce sont des secteurs qui ont subi un impact important au niveau des tarifs. Et donc, il y a certaines usines, en ce moment, on le voit. Là. Chaque semaine, on a des licenciements collectifs. Il y a des mises à pied importantes, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Et donc, on essaye de... Ce bassin-là, cette clientèle-là de gens qui travaillent dans l'industrie manufacturière ou dans l'industrie de la forêt, bien, qu'on soit capable de leur dire hey, « il y a une industrie à côté, la construction, peut-être qu'il y a des opportunités pour vous. Est-ce que vous voulez l'essayer, le tenter? » Donc, c'est d'avoir une porte d'entrée pour ces gens-là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont dire ben moi, ça ne m'intéresse pas, je vais aller ailleurs, mais au moins de proposer, de suggérer ça à ces bassins de main-d'œuvre-là, des gens qui sont mis à pied, qu'on veut récupérer, qu'on ne veut pas échapper. Puis si on est capable d'aller chercher ces gens-là puis de leur donner cette opportunité-là de travailler dans l'industrie de la construction, c'est quand même des métiers physiques. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'aller faire la promotion de cette industrie-là.
et d'aller recruter aussi la main-d'œuvre dans ce secteur-là aussi. Puis concrètement, quelle forme ça prend? Est-ce qu'il y a des conseillers de votre ministère qui vont dans les usines, qui procèdent à les licenciements collectifs et puis qui font la promotion de la construction, qui leur disent voici le chemin si vous voulez vous réorienter? En fait, la forme que ça prend, c'est la CCQ s'occupe de les prendre en main, de les prendre en charge puis de former si jamais il y a de la formation qui manque. Ceci dit, au tout début, quand il y a un licenciement collectif, puis quand le licenciement collectif est acheminé ou communiqué au ministère de l'Emploi, donc à nous, tous les licenciements collectifs... Ils ont l'obligation de le faire. C'est ça. Ils ont l'obligation de faire un licenciement collectif. On met en communication avec l'Emploi. Puis nous, nos services, nos agents des bureaux de Service Québec, bien, ils demandent, quand ils voient qu'il y a des licenciements puis des mises à pied puis qu'ils sont obligés de mettre des comités de replacement là, sur pied, des CAR qu'on appelle, des comités de replacement, on s'assure de demander à ces gens-là, est-ce que vous avez un intérêt à aller... Donc, c'est sûr que nos agents dans les bureaux de Service Québec... Exactement. On leur demande de les orienter. Pour l'instant, c'est un espèce de projet pilote qu'on fait uniquement pour l'industrie de la construction. Est-ce qu'il y a d'autres industries éventuellement qui vont lever la main? On va voir d'abord comment ça fonctionne. On va voir la réponse surtout de tout ça. Mais moi, je pense que je suis pas mal optimiste, honnêtement, vu que c'est quand même des secteurs où il y a quand même certaines similitudes et similarités dans certains de ces secteurs-là. Donc, je pense qu'on va être capable de recruter une certaine main-d'œuvre, mais ça vaut la peine de l'essayer. Je ne pourrais pas être plus d'accord. On a besoin tellement d'hommes et de femmes. Je pense que toutes les initiatives valent la peine d'être essayées, puis on jugera l'arbre à ses fruits, mais c'est certainement encourageant. Je vais poursuivre sur une autre initiative dont on est très fiers à la CQ, c'est les camps des métiers construction. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers, les camps des métiers, c'est organisé par la CQ. C'est une fin de semaine exploratoire. On vient essayer un métier de la construction. Donc, on peut essayer d'être menuisier, plombier, électricien. On a une douzaine de listes de métiers qu'on peut venir essayer et on est présent dans toutes les régions du Québec. C'est gratuit. Les gens s'inscrivent, ils arrivent et on leur fournit tout. L'équipement, les formateurs, le lunch, j'ai compris. Donc, c'est vraiment un clé en main pour venir voir si un métier de la construction, ça pourrait vous intéresser. C'est ouvert à partir de 15 ans et plus. Donc, les jeunes qui terminent leur secondaire, qui se cherchent une voie d'avenir, ils se disent que la construction, ça pourrait m'intéresser, peuvent venir essayer ça une fin de semaine et par la suite, on les incite évidemment à poursuivre dans une formation, dans un DEP, dans un centre de formation professionnelle. Également, les gens qui seraient intéressés à se réorienter. Donc, ils font une carrière dans un tout autre domaine, sont démotivés, ils cherchent des bonnes conditions de travail, la construction, on a ça à offrir, donc ils peuvent venir essayer ça. C'est un grand succès, on en est très fiers. L'année dernière, on a eu 2600 participants. 16 % de femmes, ce qui est un taux beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît dans l'industrie présentement, où on est autour de 4 % Donc, ça également, c'est un bel accomplissement. Et on a eu une très bonne nouvelle en décembre dernier avec le renouvellement de notre entente avec votre ministère, avec la CPMT, pour une nouvelle tournée des camps des métiers de construction qui va commencer en février. Donc, on est très satisfait, on est très heureux. Et selon vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une initiative comme ça? Puis pourquoi c'est important de soutenir ce genre d'initiative-là du point de vue du gouvernement? D'abord, c'est une initiative remarquable pour y avoir été. Là. J'ai été avec vous. Là. On a passé une couple d'heures ensemble à partager ces moments-là avec des participants. J'étais vraiment impressionnée d'ailleurs, puis je me suis prêtée au jeu aussi. Où j'ai fait un peu de maçonnerie. Je ne suis pas très habile de mes mains, là. C'est un des talents que je n'ai pas, mais c'est quand même, ça m'a permis d'abord de partager des moments avec les formateurs, là, les enseignants, les profs qui sont là, qui sont extrêmement passionnés, dévoués. Puis il y avait plein de participants. On se rappelle qu'il y en avait un qui s'appelait François Legault. Oui, exactement. J'ai pris une photo avec lui d'ailleurs, puis je l'avais envoyé à M. Legault pour lui dire justement que j'étais tombée sur quelqu'un. Puis j'étais impressionnée de voir, d'abord, il y avait beaucoup de filles et beaucoup de femmes. Il y avait des femmes dans à peu près, à part dans la maçonnerie, on avait moins cette journée-là, il y en avait partout ailleurs. On a vu du carrelage. Bref, tout ça pour vous dire que l'initiative, elle est remarquable. D'avoir ça partout dans les régions, à partir de l'âge de 15 ans, tu sais, on offre vraiment une panoplie d'expériences, puis c'est du concret, là. Il n'y a pas de théorie, il n'y a rien, là. C'est du concret. Tu passes la fin de semaine à essayer plusieurs corps de métier. Puis souvent, les femmes à qui je parlais, puis les hommes avec qui je partageais, ils me disaient c'est la meilleure façon de savoir exactement où en construction on veut aller. Exact.
Parce on peut diviser différents métiers. Mais c'est une idée géniale de faire ça. Là. C'est vraiment une idée géniale. Puis c'est clair qu'une initiative comme celle-là, c'est une initiative, d'abord, de un, je vois pas comment on pourrait pas soutenir une initiative comme celle-là, parce que valoriser ces métiers-là, c'est important. Mais de leur donner, en l'espace d'une fin de semaine, le goût de faire plusieurs choses, ben moi, je voyais des gens qui me disaient « Ah, ben j'ai essayé hier, je sais pas, mon carrelage, puis j'ai pas trop aimé ça, je suis pas très habile, je vais essayer ailleurs. » Puis là, finalement, ailleurs, le lendemain, il était vraiment content. Ouais. Fait que je pense que d'avoir ce succès-là, puis de voir autant de femmes venir participer puis regarder tout ça, il faut absolument continuer ces initiatives. C'est une des façons, justement, de valoriser ces métiers-là, puis de s'assurer qu'on puisse former des gens, puis de s'assurer éventuellement de les aiguiller vers les bons DEP, puis la bonne formation, puis de les avoir après diplômés, puis avec l'expertise et les compétences qu'ils ont besoin, là. Bien, on est bien content de vous entendre. Et puis, je l'ai mentionné, mais à ceux qui nous écoutent, allez voir, les informations sont sur le site de l'ACQ pour le lancement de la nouvelle tournée qui débute le 7 février à Trois-Rivières. On va faire 20 arrêts dans à peu près toutes les régions du Québec. Donc, ceux et celles qui sont curieux par la construction, allez vous renseigner, allez vous inscrire et on va vous accueillir à bras ouverts. Je les encourage aussi. Là, c'est vraiment des métiers d'avenir, honnêtement. C'est un métier d'avenir. C'est une industrie où la rémunération est très bien. C'est des postes qui sont très bien rémunérés. Alors, j'encourage vraiment les gens à y participer, là, autant que vous. Et on l'a mentionné, un taux de participantes féminines qui est plus élevé que de ce qu'on a dans l'industrie de la construction, où ça demeure un défi. Comment est-ce que vous voyez votre rôle en tant que gouvernement, justement, pour attirer plus de femmes, pour rendre les métiers de la construction attrayants, pour arriver à un seuil, disons, plus élevé que ce qu'on connaît maintenant, ou, comme je l'ai mentionné, autour de 4 %? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire davantage pour attirer plus de femmes vers la construction? Bien, écoutez, c'est clair qu'à chaque fois qu'on fait ce genre d'initiative, on incite beaucoup les femmes à y participer. Moi, à l'enseignement supérieur, je me souviens, on faisait la même chose avec les ingénieurs. Tu sais, il y a souvent... Il y a certains métiers, certains secteurs d'activité où, justement, ça demeure à prédominance masculine, comme les ingénieurs, vous l'avez mentionné aussi. Absolument. Il y a des efforts à faire. Absolument. Il y a toujours des efforts à faire. Ceci dit, la courbe a grimpé, c'est-à-dire on est vraiment fiers des efforts qu'on a fait comme gouvernement, mais même aussi tous les acteurs clés autour qui jouent un rôle extrêmement important. Les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle extrêmement important pour être capables, justement, d'aller chercher, d'encourager ces femmes-là à prendre des métiers puis à s'enligner sur des métiers qui sont vraiment à prédominance masculine. Mais c'est vrai qu'en construction, c'est plus difficile. Ce sont des métiers aussi qui sont très physiques. C'est plus difficile sur les chantiers, je vous dirais. C'est sur les chantiers où on voit qu'il y a moins de femmes, alors qu'ailleurs, probablement dans l'industrie, on voit un petit peu plus de femmes. Vous corrigez si je me trompe. Mais je pense qu'avec des initiatives comme celle-là, avec des camps des métiers, la construction, où on peut aller chercher des gens, on a des concours aussi qui s'appellent Chapeau les filles. On fait une espèce de concours qui s'appelle Chapeau les filles, où on encourage les filles à choisir des métiers à prédominance masculine. Il y a des bourses qui vont avec ça. Bon, c'est un concours. Et donc, c'est ce genre d'initiative-là qu'on met de l'avant pour aller encourager le maximum de jeunes filles ou de jeunes femmes de choisir et d'expérimenter, d'explorer surtout ces voies-là. Mais on a fait beaucoup de progrès dans plusieurs secteurs, mais en construction, c'est clair que ça demeure encore un secteur à prédominance masculine. Mais moi, honnêtement, là, juste pour une petite anecdote rapide, j'ai refait il y a quelques années l'asphalte chez nous, là, en arrière puis en avant, au patio. Puis c'est une femme qui a fait toute la job, là. Puis j'étais impressionnée, puis je suis restée avec elle. Tous les jours, je regardais comment, puis elle était très physique, puis toute menue, là, petite, mais forte, puis elle aimait ça, puis elle était passionnée, mais elle avait sa propre compagnie. Puis j'ai trouvé ça très bien. J'étais très fière. J'avais demandé quelques soumissions, puis c'est une des soumissions qui m'avait été soumise. Puis c'était une femme qui était à la tête de l'entreprise, puis je l'ai choisie, puis elle a fait une job impeccable. Donc, il y en a qui sont passionnés par ces métiers-là. Puis il va en avoir davantage, je suis certaine, mais c'est sûr qu'il faut tous ensemble, c'est un travail collectif, à les encourager à le faire. On l'encourage, puis je souligne aussi qu'on a, dans le cadre de la prochaine tournée, un partenariat avec l'Organisation des ailes de la construction pour accompagner encore davantage les femmes qui vont participer vers un cheminement, vers une formation dans un centre de formation professionnelle pour s'assurer qu'elles joignent l'industrie de façon permanente. Donc, on travaille fort là-dessus. On l'a mentionné un peu plus tôt au courant de l'épisode, mais un des enjeux principaux que rencontre l'industrie de la construction, c'est la formation. De nombreux travailleurs qui se rendent sur les chantiers de construction au Québec utilisent plutôt le système des bassins pour entrer dans le secteur et ils ne vont pas accomplir de DEP.
Vous, en tant qu'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, puis comme actuelle ministre de l'Emploi, qu'est-ce que, selon vous, sont les mesures qui pourraient être mises en place pour encourager, attirer de plus en plus la relève à accomplir une formation professionnelle? C'est un défi, là. Puis honnêtement, c'est vraiment une préoccupation, là. C'est vraiment une préoccupation. Quand on regarde les chiffres, la CCQ nous donnait les chiffres. La CQ aussi a les mêmes chiffres, qu'on est passé de 30 à 70, je pense, où les gens n'ont pas de formation, passent par les bassins. C'est bien beau de passer par les bassins, mais à un moment donné, justement, ça fonctionne moins, là. Ça prend des compétences, ça prend une expertise, ça prend de la formation. Je vais toujours le dire, ça prend une formation. Il faut aller à l'école, il faut rester sur les bancs d'école, que ce soit au cégep, à l'université, dans les techniques, dans les DEP. On a mis beaucoup d'emphase. Moi, dans la Naudière, on a pas mal de déploiements de formation en construction. On en a eu quand on a fait l'offensive construction. Sur tout ce qui est chantier, tout ce qui est grue de chantier, là. On avait quand même déployé certaines formations là-dedans. Puis justement, c'est ces DEP. Il faut qu'on soit capable d'encourager, puis à la limite de le demander, puis de l'exiger de plus en plus, que ça prend des formations pour être capable, puis que ce soit dans n'importe quel domaine, puis particulièrement en construction, ça prend une expertise, ça prend des compétences. Puis ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y en a beaucoup moins, là. On a vu grimper vraiment le nombre de personnes qui passent par les bassins. Donc, je pense qu'il faut continuer à valoriser les DEP, valoriser les formations professionnelles. On a beaucoup de centres de services scolaires qui déploient des formations professionnelles dans ce sens-là, mais il faut continuer à le faire. Puis je pense que le message passe de plus en plus. Déjà cette année, à l'automne, on a vu dans pas mal de cohortes une augmentation du nombre d'étudiants. Bon, démographiquement, c'est sûr qu'il y a une augmentation du naturel de la démographie étudiante, mais ceci dit, dans des secteurs clés, il y a des augmentations de cohortes. Fait que c'est déjà rassurant de savoir que ce sont des gens qui accèdent de plus en plus à l'enseignement supérieur ou qui accèdent à des formations professionnelles. Mais c'est clair que je vais toujours valoriser l'éducation. À la base, c'est celle-là, là. Puis c'est des métiers, dans plusieurs secteurs, il y a plein de métiers éventuellement qui vont être de plus en plus pointus, de plus en plus nichés. Et donc, ça va prendre, bien sûr, des diplômes. Il n'y a pas de secret, ça prend des diplômes, puis il faut encourager les gens à rester sur les bancs d'école, là. Excellente nouvelle, parce qu'on travaille dans la même direction. On veut accroître le pourcentage de gens qui ont une formation. Ça a un impact également sur la productivité sur les chantiers. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Ça passe extrêmement vite. On aurait pu passer l'avant-midi au complet ensemble. Je pense qu'on aurait eu des sujets à couvrir. Peut-être un mot de conclusion sur ce qu'on peut s'attendre sur l'année à venir d'un point de vue politique. Donc, je l'ai mentionné au début, c'est une année électorale, élection qui s'en vient au mois d'octobre. Peut-être première question, est-ce que vous allez vous représenter? Est-ce qu'il y a une course à la chefferie qui s'en vient à la CAQ? Il y en a une au Parti libéral également. Il y a beaucoup d'actions en politique. Et il y a quelqu'un qui me faisait mentionner hier, ou peut-être à la télévision, mais Paul Saint-Pierre Plamondon va être le doyen des chefs des partis politiques. C'est quand même c'est pas amusant comment ça change vite. Oui, ça change vite, absolument. Donc, j'avais 2-3 questions là-dedans, mais peut-être est-ce qu'on peut prévoir vous revoir comme candidate en 2026? Oui, absolument. La réponse est vraiment sans équivoque que je serai là sur les rangs en 2026 dans le comté de Repentigny. Puis, on va se promener dans tout l'Anaudière. Évidemment, je suis ministre responsable maintenant régional, donc de l'Anaudière. On a plusieurs comtés qu'on sillonne souvent. Mais oui, c'est un échiquier politique il y a eu pas mal de rebondissements, je vous dirais, au cours de la dernière année sur l'échiquier politique, tout parti confondu d'ailleurs. Il y a eu pas mal de rebondissements dans tous les paliers de gouvernement. Donc, ça va être une année très, très occupée. La course à la chefferie, on attend un peu de voir comment ça va se dessiner, tout le processus, le calendrier d'une course à la chefferie à la CAQ. Ça ne s'est jamais fait, bien sûr, M. Legault étant le fondateur. Il y a déjà des noms qui commencent à circuler. Oui, il y a des noms, mais il n'y a rien d'officialisé encore. Fait que c'est sûr qu'on va laisser... On va laisser quelques jours la poussière retomber, puis laisser évidemment du temps à M. Legault, puis à tout le monde de partager un petit peu ce qu'ils ont à dire sur M. Legault, son bilan, son parcours. Mais c'est clair que le parti de la CAQ, la permanence à la CAQ, s'occupe de voir un petit peu comment ça va se dessiner, comment ça va se décliner en termes de calendrier, puis de règles de course à la chefferie, vu que ça ne s'est jamais fait auparavant. Donc, on va voir c'est qui va être sur les lignes de départ, puis ça va être tout nouveau pour moi en particulier. Moi, je suis arrivée en 2022, donc je me suis présentée pour M. Legault pour travailler avec lui. On verra comment ça va se dessiner tout ça, mais je serai sur les rangs pour Repentigny en 2026, ça, c'est sûr. On vous souhaite la meilleure des chances, et puis on va suivre tous les péripéties politiques à venir. On va suivre ça avec grande attention. Absolument. Puis donc, voilà, c'est déjà la fin de notre balado.
Merci beaucoup, Madame la ministre, de vous être déplacée à nos studios aujourd'hui et d'avoir bravé la petite tempête de neige de début d'année. Pour nous, Félix, c'était également la fin, le dernier épisode de Balado qu'on co-animait ensemble. C'était vraiment un plaisir de partager le micro avec toi. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, Gilliane faisait un remplacement de congé de maternité et notre collègue Charlotte revient dans quelques semaines. Donc, c'est effectivement le dernier épisode qu'on allait animer ensemble. Je vous rassure, le balado va se poursuivre le mois prochain. Mais Gilliane, ce fut un grand plaisir de collaborer avec toi. Vraiment un grand professionnalisme. Et puis, je te souhaite la meilleure des chances dans les prochains défis. Merci. Que nous connaissons déjà à l'interne, mais que tu auras peut-être l'occasion d'annoncer à tous publiquement bientôt. Donc, la meilleure des chances. Puis, Madame la ministre, merci encore une fois à vous d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de l'année 2026. Merci. Un honneur de conclure avec vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça a été un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. Puis j'espère, en février, quand on va annoncer justement l'initiative, le déploiement de tout ça, ça va être le fun. Bientôt. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Je vais essayer d'être présente. Là, on va regarder ça. Là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Chers auditeurs à la maison, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre Instagram, TikTok et YouTube Shorts pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.